30 points. 30 points, c'est tout ce qu'un PPI nettement plus haut que prévu, nettement au-dessus des attentes aura eu comme impact sur les marchés. Le S&P 500 a plongé de 30 points en 6 minutes. Et puis moins de 2 heures plus tard, tout était effacé pour finalement terminer au plus haut de tous les temps. Alors je crois sincèrement, mais sincèrement qu'aujourd'hui, en 2025, il faut commencer à admettre que les marchés, les investisseurs, les traders, les économistes, le monde merveilleux de la finance dans son intégralité sont devenus imperméables à la moindre mauvaise nouvelle. La seule et unique chose qui nous intéresse, c'est la baisse des taux. C'est le Graal et c'est ce qui nous donne l'immunité collective contre la baisse des marchés. La finance mondiale est en train de réussir là où les vaccins ont échoué. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 août 2025, je suis Thomas Veillet et le S&P 500 est au plus haut de tous les temps, encore une fois. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Le PPI de juillet, c'est comme si on s'était pris un 30 tonnes en pleine face pendant qu'on faisait du stop au bord de l'autoroute. On attendait gentiment un petit plus 0,2% tranquille, sans forcer, et bam, plus 0,9%, la plus grosse hausse mensuelle depuis 2022. Et attention, hein, c'est pas l'essence ou les tomates bio qui font grimper la note, parce que même en retirant la bouffe et l'énergie, ça reste à plus 0,9%. 3 fois plus que prévu. Bref, l'inflation qu'on croyait avoir planquée sous le tapis, elle n'avait pas bougé d'un pouce, elle attendait simplement le bon moment pour nous sauter à la gorge. Sur 12 mois, ça nous fait 3,3%, largement au-dessus du fameux 2% que la Fed a rangé dans son bouquin de prière. Et alors, d'où est-ce que ça vient, cette subite hausse? Eh bien, des services, plus 1,1% en un mois, avec un joli plus 2% sur les marges commerciales. Vous rajoutez à ça les machines, les frais de gestion des portefeuilles boursiers qui s'envolent de 5,4%, et même les billets d'avion qui prennent carrément leur envol. Moralité, la vie coûte plus cher partout, tout le temps, et pour tout le monde. Et quand tu sais que le PPI, c'est le teaser du CPI, l'antichambre du CPI, et que les droits de douane made in Trump viennent à peine d'entrer en vigueur, on est juste au début du film, hein, limite dans le préquel du film, avant le début du film. Réaction immédiate, eh bien les futurs se sont vautrés, les taux courts remontaient et les rêves de 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année se prenaient une balle dans chaque genou. Mais pour l'instant, clairement, c'est les entreprises qui absorbent le choc des tarifs douaniers, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas, tôt ou tard, les entreprises vont commencer à passer la patate chaude aux consommateurs, et quand ça arrivera, le CPI aura la même sale gueule que le PPI hier soir. Autrement dit, préparez-vous à payer votre prochain billet d'avion comme si vous alliez sur Mars. Et pendant ce temps-là, Trump, bien sûr, fidèle à lui-même, pourrait bien décider de virer le patron du BLS, parce qu'encore une fois, quelle surprise, lui aussi, eh bien, il a sorti des chiffres tout pourris qui conviennent pas au gouvernement. Mais une chose est sûre, le grand plan nos problèmes jusqu'à Noël est en train de tourner au vinaigre avec un léger parfum de crevettes pas fraîches. Mais bon, on s'en fout, oui on s'en fout, parce qu'au fond la bonne nouvelle du jour c'est quand même que malgré le PPI qui sent le roussi, eh bien le marché s'en tamponne. Le CPI d'août promet d'être catastrophique, les tarifs sont inflationnistes comme pas permis, virer des mecs qui sortent des mauvais chiffres n'y change rien, mais Wall Street n'en a strictement rien à carrer. Alors je sais pas à quoi il carbure en ce moment, mais peu importe la nouvelle, le marché monte quand même. Alors oui, on va être honnête, bien sûr il y a 2-3 dommages collatéraux, le Russell 2000 qui s'est pris plus d'1% dans la tête, qui a envoyé valser le fameux narratif Smolka plus taux bas égale champagne. Les experts espèrent encore une baisse de 25 points en septembre, histoire de calmer Trump qui est en train d'écumer de rage comme un pitbull, mais au-delà de 6 semaines, prévoir quoi que ce soit revient à lire l'avenir dans du marc de café décaféiné sans gluten. En résumé, si t'étais petit hier, tu t'es fait découper en rondelles. Par contre, si tu t'appelles Amazon ou Netflix, tu sauvais les meubles. Et puis la bonne nouvelle, c'est que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, le détenteur des droits de James Bond, il veut faire passer sa femme comme James Bond girl. Eh ben, j'irai pas le voir. Une nouvelle démonstration de la Big Tech, donc hier, et c'est devenu clairement l'Alka-Seltzer des marchés. Une pilule, 2-3 bulles, un verre d'eau, et paf, ça repart. Et si l'Alka-Seltzer de la Big Tech n'est pas assez, il vous reste à bouffer des Mars, parce que, comme on dit toujours, un Mars, et ça repart. Et je tiens à préciser que c'est pas un placement de produit. J'ai d'ailleurs essayé ce matin, mais même après 17 mars, ça repartait pas quand même. Je vais peut-être tenter le Red Bull, pas sûr que ça donne des ailes, mais ça coûte rien d'essayer. De toute façon, on s'en fout, le marché est tellement fort que même sans ailes,
il monterait quand même. Bref, le PPI était pourri, mais les marchés s'en foutent, et pas qu'un peu. Normalement, ce genre de stats, ça flingue complètement la séance, mais hier, le S&P a fini au plus haut de tous les temps, et le Nasdaq, il a même pas bougé. On est soit invincible, soit immortel, soit prisonnier d'une dimension parallèle où la baisse est carrément interdite par décret, avec comme punition ultime 10 ans à écouter du Aya Nakamura en boucle. Nous sommes le 15 août 2025, il fait chaud, il fait très chaud, le S&P 500 bat des records historiques, et tout le monde sait déjà que l'automne des consommateurs va ressembler à un marathon pieds nus sur des braises incandescentes. Chez Berkshire Hathaway, le suspense est terminé, les mystery stocks dont tout Wall Street se demandait ce que Warren bricolait dans son coin, eh bien c'est plus un mystère, et surprise, pas de start-up futuriste, pas de pépite de l'intelligence artificielle, non. Buffett est allé faire ses courses dans l'Amérique profonde, United Health, Lennard, D.R. Horton et Nucor. En clair, de la santé, des maisons et de l'acier, du béton, du solide, du Middle America, pas du rêve technologique à la Nvidia, mais l'Américain moyen qui bosse, qui tombe malade, qui construit sa baraque et qui boit sa Bud Light devant un match des Cowboys de Dallas. Là aussi, pas de placement de produit. Fidèle à lui-même, l'oracle d'Omaha, encore une fois à Paris sur ce qu'il comprend et pas sur ce qui fait briller les yeux de la Silicon Valley. Exactement comme en 1999, quand tout le monde l'avait traité de dinosaure, pour être poli, parce qu'il ne touchait pas au .com, pas à Internet. Résultat, c'est lui qui a eu raison. En tous les cas, pendant un bon moment. Et puis, il y a le feuilleton Intel qui vaut à lui seul un abonnement premium sur Netflix. Hier, le titre a bondi de 7,4% sur une rumeur complètement folle. Le gouvernement américain, Donald Trump lui-même, pourrait entrer au capital. Oui, vous avez bien entendu, après avoir nationalisé les baraques en 2008, voilà qu'on parle de nationaliser les semi-conducteurs. Projet Make Chips Great Again, transformer l'Ohio en Silicon Valley patriotique pour ne plus jamais dépendre de Taïwan. Et comme Trump adore les grands projets patriotiques, surtout quand il y a des caméras, l'idée colle parfaitement au scénario. Le plus drôle, c'est qu'il y a une semaine à peine, Trump traitait le CEO d'Intel de communiste vendu à la Chine. L'action s'écroulait alors à 18,55. 3 jours plus tard, photoshoot à la Maison Blanche et sur Instagram, poignée de main sous les flashs et sur TikTok, et maintenant, rumeur de participation du gouvernement. Résultat, le titre clôture à 23,86 $, plus 25% en une semaine, sur fond de manip politique et de storytelling grotesque. Mais alors, personne ne crie au scandale, pas une alerte, pas un froncement de sourcils, juste une journée banale à Wall Street, dans ce marché qui marche sur la tête et où la logique a été rangée au placard à côté des bonnes résolutions du mois de janvier après avoir cassé les plus hauts sur la balance. En Asie ce matin, le Japon est en tête d'affiche, le Nikkei reprend 1% et se dandine tout près de ses records parce que le PIB japonais qu'on croyait anémique, voire mort, sort à plus 1% sur le trimestre, on attendait 0,4% à tout casser. Moralité, malgré les enclumes tarifaires envoyées par Washington, les Japonais continuent d'exporter comme des dingues et d'investir comme s'ils avaient une planche à billets dans chaque cuisine. Résultat, la Banque du Japon pourrait bien, je dis bien pourrait bien, se sentir pousser des ailes aussi à cause du Red Bull et envisager de serrer un peu la vis au niveau des taux. Pendant ce temps-là, sur le marché du pétrole, on retient son souffle. Trump et Poutine s'apprêtent à se rouler dans la boue tout à l'heure, dans une pseudo-rencontre qui déciderait, paraît-il, du destin du monde. Rien que de dire cette phrase, j'ai un peu l'impression d'avoir pondu un scénario de série B. Mais allez savoir, une poignée de mains mal cadrée peut suffire à faire bouger le baril qui traîne toujours autour des 63, 64 $. D'ailleurs, ça pourrait faire bouger d'autres trucs aussi. L'or est à 3390, le Bitcoin est à 118 000 $ et des brouettes après avoir dépassé les 124 000 il y a quelques jours. La baisse récente, cherchez pas, c'est à cause de Bessent, encore lui, puisque le secrétaire au Trésor est venu expliquer que l'État américain ne comptait pas acheter plus de Bitcoin pour le moment. Et ce matin, le débat tourne autour des Magnificent Seven. Howard Marks, le gourou respecté à Wall Street, a tranché non, ces Magnificent Seven-là ne sont pas trop chers. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla ne sont pas trop chers. Oui, d'accord, les prix piquent un peu les yeux, mais au vu de leur marge, leur position dominante et le fait qu'on ne peut pas passer une seule journée sans utiliser au moins 2 de leurs produits, ça reste parfaitement justifié selon lui. Le vrai problème, selon Marx, c'est même pas la crème de la crème, mais c'est plutôt la masse. En effet, les 493 autres boîtes du S&P 500, celles qui se payent en moyenne 22 fois leurs bénéfices sans avoir la moitié du sex appeal des stars. Traduction, c'est pas une bulle .com version 2000, c'est plutôt une bulle de la figuration, une bulle des second liners. Et puis alors pendant ce temps-là, retour sur Terre, Applied Materials a décidé de jouer les rabat-joie. Le groupe a annoncé hier que son chiffre d'affaires du 4e trimestre, donc sur la fin de l'année, sera largement en dessous des attentes. On attendait 7,3 milliards, ça devrait être autour de 6,7. Résultat, moins 11% after close. Le CFO a d'ailleurs inventé une jolie formule. La demande est actuellement non linéaire dans ce secteur des
semi-conducteurs. Il faut donc comprendre, ça va, ça vient, et en ce moment, ça vient pas du tout. Et oui, c'est la faute aux restrictions américaines sur la Chine, aux boîtes chinoises qui digèrent encore leur capacité. Ironie cruelle, au 3e trimestre, Applied Materials avait sorti encore 8% de croissance au-dessus du consensus, mais visiblement, l'euphorie s'est fait la malle, et tout le secteur est sous pression. ASML avait déjà prévenu il y a quelques temps que 2026 pourrait ressembler à une année sabbatique, faute d'investissement clair aux États-Unis et avec la guerre commerciale comme toile de fond en permanence. Bref, les semi-conducteurs ne sont pas morts, mais pour l'instant, on est dans le dur, enfin, dans le dur. Sauf Nvidia, évidemment. Et la suite maintenant, eh bien c'est assez facile, hein. Tout le monde attend donc les chiffres de Nvidia, justement, et puis Broadcom, comme le Messie d'ici la fin du mois d'août. Entre-temps, Powell va jouer sa crédibilité politique à Jackson Hole, Trump veut sa victoire médiatique et on sait qu'il va l'avoir, et les marchés continuent de monter en fermant les yeux sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la logique, ou voire une mauvaise nouvelle. On vit donc dans un monde merveilleux, l'inflation revient par la grande porte, Trump rêve de devenir CEO d'Intel, Buffett fait son shopping incognito et le S&P 500 bat des records alors que 70% des entreprises du même indice tirent la langue. Elle est pas belle la vie ? Moi, je trouve qu'elle est pas mal quand même. Et aujourd'hui, au programme, eh bien, on aura le PIB en Suisse, les ventes de détail aux États-Unis pour vérifier si le consommateur respire toujours, un peu de production industrielle, 2-3 inventaires, et le New York Empire State Manufacturing Index pour la décoration. Mais maintenant, attention, interdiction formelle d'apporter une mauvaise nouvelle. Seules les bonnes nouvelles seront acceptées, les autres seront totalement ignorées par le monde merveilleux de la finance. C'est la nouvelle règle du jeu, c'est comme ça que ça marche. Et puis, en dessert, on a le fameux sommet d'Anchorage. Ça promet d'être un grand moment. Tout le monde va sourire pour la photo, ça fera grimper le marché et ça sera drôle. Enfin, drôle de façon de mourir de rire ou de mourir tout court. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, likez, partagez, commentez. Et nous, on se revoit demain, bien sûr, pour notre fameux Swiss Bliss où je vais vous décortiquer la semaine en mangeant la fondue et en buvant du Fandin. Pour parler, bien sûr, de la Suisse, de CF35, de la vignette sticker dans les rues de Genève et aussi des marchés américains, un petit peu. Allez, à demain, si vous le voulez bien. Bye bye.